peut-être qu'on peut commencer avec le début de votre vie. De ma vie, comment? La naissance. De la naissance. Ouais. Je suis née au Bénin. C'est l'ex-Dahomey, à Porto Novo. Et Porto Novo était la capitale de l'ex-Dahomey. Et mon père a connu ma mère. Ils sont tous les deux du Bénin. Ils se sont rencontrés au Sénégal parce que l'Afrique de l'Ouest rassemblait tous les hommes et les femmes, en ce moment des jeunes étudiants, pour étudier au Sénégal. Donc ma mère était à l'école normale des jeunes filles et s'était dirigée par une femme extraordinaire, française, bretonne, qui s'appelait Germaine Le Goff, et qui a éduqué toute une génération de femmes africaines qui ont des rôles importants actuellement dans la politique, dans la vie sociale en Afrique. Et elle leur a appris à être véritablement africaines, même étant française. Et mon père était dans une autre école, à William-Ponty, où cette école a sorti des médecins, des administrateurs. Senghor était dans cette école, Houphouët-Boigny, des grandes personnalités qui ont tenu des rôles importants dans la vie politique de l'Afrique. Et il paraît que ma mère était major de sa promotion. Elle était brillante. Donc elle était remarquée par la directrice. Et la directrice, c'est ma marraine. Elle s'appelle Germaine. C'est pour cela qu'on m'a donné le nom de Germaine, le prénom. Et mon père et ma mère se sont mariés au Bénin. Je suis née en 1944, un dimanche, le jour de la Pentecôte. Et donc, il paraît qu'il y a eu une colombe, un pigeon blanc, qui s'est posé sur le bord de la fenêtre et est resté pendant 1 an à peu près jusqu'à ce que je puisse marcher. Et la colombe, le pigeon, c'est le symbole de ma grand-mère, qui était une prêtresse vaudou Yoruba. Elle était Orisha. Et donc, moi, je fais vraiment le syncrétisme, le rapprochement. C'était le jour de la Pentecôte. Je m'appelle Germaine Marie Pentecôte. Et la colombe est descendue sur les 12 apôtres. Ils ont parlé toutes les langues. Et à ce moment-là aussi, la France envoyait dans les pays de l'Afrique de l'Ouest soit des Sénégalais, des gens qui étaient mélangés. Des Sénégalais allaient au Bénin, des Béninois allaient au Sénégal. Et il y avait des Sénégalais qui faisaient partie de la même école que ma mère et ou de mon père. Et quand je suis née, on m'a fait le ngente, c'est-à-dire le baptême musulman. Et j'ai reçu le nom de Salimata. Et donc, j'ai eu les 3 religions. Moi, je pense que je suis animiste. C'est la première religion. Et ma grand-mère, elle n'a jamais voulu se faire baptiser. Parce qu'elle dit que la religion catholique ne nous a rien apporté. Parce on a tout. Peut-être le Christ, qu'il ne connaissait pas, mais peut-être que l'Egba, c'est le dieu de la procréation, le dieu du sexe, le dieu du désordre. Mais en fait, c'est le dieu qui a rapport avec tous les autres dieux. C'est le messager des dieux, c'est l'ouvreur des chemins. Donc, mon père s'est fait chrétien, catholique, et il a eu des problèmes psychologiques assez graves. Il paraît qu'il était fou. Mais bon, il a quand même fait des études brillantes, parce qu'après, donc j'ai reçu le baptême musulman, et mon père et ma mère se sont séparés. Et mon père est allé au Sénégal, où il a continué ses études, et il a épousé une femme sénégalaise. Et moi, je suis restée avec ma tante, parce que ma mère est décédée entre-temps.
Et ma tante, Fifi Rita, je l'appelle, m'a élevée. Et mon père, s'étant marié avec une Sénégalaise, a décidé de venir me chercher pour que j'aille au Sénégal. Donc il est venu me chercher. Et la femme qu'il a épousée habitait l'île de Gorée. L'île de Gorée qui est l'île maintenant où les esclaves sont d'où les esclaves sont partis. Donc j'ai habité une île. Mais cette femme avait un enfant, un garçon. Et moi, je suis arrivée, mon père m'a emmenée avec elle. Elle ne m'a pas trop acceptée. Et donc, mon père m'a mis en pension chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, dans une pension où c'était un orphelinat. C'est comme si je n'avais pas de parents. Mais bon. Donc, j'ai été élevée. Mon père a eu d'autres enfants. Mais j'ai été élevée, c'était une marâtre pour moi. Elle n'était pas gentille du tout. J'étais maltraitée. Mais peut-être que c'était bien pour moi. Et donc, à l'école, j'étais assez insupportable. J'étais pas très douée, j'étais bonne en français, mais j'étais très forte en sport. Et la directrice, un jour, a dit à mon père de ne pas être désespéré, mais que même si j'étais pas bien à l'école, j'étais renvoyée, mais que je pouvais faire prof d'éducation physique. Et moi, mon intention, depuis l'âge de 19 ans, je voulais être professeur de danse. Mais la danse, ça ne s'enseigne pas en Afrique. Donc, j'ai pris la filière d'être professeur d'éducation physique pour entrer dans les normes. Mon père n'était pas très content. Parce que lui, administrateur des colonies, entre-temps, c'était un des premiers administrateurs. Il a fait des études et au temps de la colonisation. Donc, il a fait l'école, de Raymond Barre. C'est un administrateur, c'est lui qui dirige et tout ça. Sa fille danseuse. Mais bon, contre vents et marées, il a accepté. Mais entre-temps, moi, j'ai eu mon fils. J'ai eu un enfant. Et j'avais 19 ans. Et donc, j'allais à l'école et je levais mon fils. Et à un moment donné, j'ai rencontré un métis sénégalais qui a bien voulu m'épouser. Et donc, on s'est mariés. J'ai fait mes études à Paris. Mais quand je suis rentrée au Sénégal, il disait que lui, il voulait avoir 2 femmes. Ah, je dis, eh ben, 2 galons, il était gendarme. Je dis, ben moi, je n'accepte pas d'avoir une coépouse. Parce qu'on s'est mariés à la mairie, on s'est mariés, bon, c'est pas possible. C'est pas dans ma culture, je n'accepte pas. Et donc, entre-temps, j'ai eu une fille, donc j'avais 2 enfants, et j'ai décidé de divorcer. Donc, je suis restée avec mes 2 enfants. Et c'était difficile de ce temps-là, en Afrique, d'être divorcée, d'avoir 2 enfants, être une femme. Et on doit aller habiter chez des parents. Mais mon père, j'avais une marâtre, il ne m'a pas accepté chez lui. Et j'ai été chez une tante métisse, les Montanari. Montanari, et c'est un oncle. Et ma grand-mère maternelle, il est du côté de mon grand-père maternel, c'est des cousins. Donc il m'a pris chez lui. Et donc j'avais mes 2 enfants et sa femme a été extraordinaire. Elle m'a installée chez eux avec mes 2 enfants. Mais il y avait quelque chose qui me torturait quand même. Je dis, bon, étant prof d'éducation physique, j'avais pas assez d'argent pour nourrir mes 2 enfants. J'ai dit, mais moi, j'ai un autre métier. Je vais ouvrir une salle de danse pour donner des cours et des cours à des amateurs. Et donc, j'ai loué une petite villa. Et dans la cour de ma villa, c'était en 68, j'ai ouvert une petite école de danse et je donnais des cours. Ma première élève a été une métisse vietnamienne. Et j'ai donné des cours, on était toutes les 2.
Et Bara Diouf, qui était directeur d'un quotidien Le Soleil, les journalistes m'encourageaient, ils trouvaient un peu curieux ce que je faisais, une femme seule, ouvrir une cour de danse, mais ils s'intéressaient. Et donc j'ai fait l'inauguration d'une toute petite cour, une petite cour de ma villa. Et les journaux en ont parlé. Et une femme extraordinaire, Madame Nyang, elle avait une clinique. Elle venait d'inscrire ses 2 enfants au cours de danse classique avec les chaussons. Ils étaient des Noirs. Hein? Alors elle a vu ça dans les journaux. Elle est arrivée. Elle a dit, je vous emmène mes enfants. Parce que je sais comment c'est difficile d'être une femme et noire. Même en Afrique, pour faire quelque chose. Parce qu'après la colonisation, les gens avaient beaucoup plus confiance aux médecins blancs. Il y a toujours ce complexe. Elle m'a donc emmené ses 2 enfants. Et donc, petit à petit, de bouche à oreille, j'ai eu des enfants qui sont venus, je donnais des cours de danse aux enfants et tout, et des cours d'éducation physique aux femmes. Et j'ai eu la chance. Le président Senghor voulait faire de l'Afrique, du Sénégal, la Grèce de l'Afrique, c'est-à-dire où tous les arts étaient rassemblés. La danse, la musique, la littérature, la peinture, la sculpture, tous les arts. Et il y avait la littérature, il y avait la peinture, il avait encouragé, il avait fait les premiers arts, le Festival des Arts Nègres. Le Sénégal, grâce à Senghor, était connu à travers le monde, grâce à sa culture. Mais il manquait la danse. Et donc, Roger Garaudy, un jour, venait des États-Unis. Et il est arrivé, il a regardé mon cours, il m'a dit, mais est-ce que vous savez ce que vous faites? C'est une technique. J'arrive de chez Marthagram. Ben moi, hein, je faisais une synthèse. Quand je suis revenue de l'école Simon Siegel, et je rends hommage à mademoiselle Marguerite Lamotte, une femme extraordinaire qui m'a appris la discipline. Elle était la directrice de l'école. Et c'est par elle, que j'ai appris la discipline et la rythmique. Et avec d'autres, j'ai appris la danse classique, je reviendrai là-dessus. Et donc, à l'école Simon Siegel, donc je fais sport, j'ai fait éducation physique, option danse. Et donc, quand il a remarqué ça, il en a parlé au président Senghor, qui a dit, mais je voudrais connaître cette femme. Et j'ai été invitée à rencontrer le président Senghor, et je lui ai expliqué ce que je faisais. Et il a demandé à voir. Comme il ne pouvait pas venir dans la cour de ma petite cour, le directeur du théâtre, Sorano, je suis allée avec mes petits élèves, il a regardé, il a dit, eh bien c'est ce que je voudrais. Je pense que c'est ça. Et comme lui, et là c'était dans les années 69, 70, c'était tout de suite, et comme il ne savait pas si c'était bien ou pas, il dit, je vais vous présenter à un ami chorégraphe qui est Maurice Béjart. Comme ça, lui, il saura mieux que moi. Et donc, le président Senghor a parlé de moi à Maurice Béjart. Maurice Béjart m'a invité à Moudra, Bruxelles, c'était en 1975. Il a vu mon travail. Eh bien, il a été étonné. Parce que c'était un travail propre, net, beaucoup de discipline. Et donc, il en a parlé au président Senghor, qui a dit, mais c'est extraordinaire. Et à ce moment-là, il y avait une conférence en Nairobi, et l'UNESCO a demandé à Béjart d'ouvrir en Afrique un Moudra. Moudra, ça veut dire geste, c'est une école de formation des danseurs dans toutes les disciplines. Donc, Moudra, Senghor a demandé est-ce que ça pouvait être au Sénégal. Il a dit oui. Et donc, la directrice était tout à fait trouvée, Germaine Acogny. Donc, Maurice Béjart m'a nommée directrice et le président Senghor m'a nommée directrice de l'école Moudra Afrique en 1977. Et quand je rentrais Maurice Béjart, c'était très bizarre parce que j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps. Et lui aussi. Et je me suis dit qu'il était mon père dans un autre monde. Et lui, il dit, tu es la fille que j'aurais pu avoir si j'avais eu des enfants. Parce qu'il a un quart de sang noir.
et les métis, tout d'avoir des enfants noirs, blancs. Et donc, j'ai été la directrice de Moudra de 77 à 82. Et le président Senghor a beaucoup aidé à l'émergence de cette danse de cette danse moderne. Donc, moi, j'étais à l'origine. Béjart est arrivé, m'a confié la direction de Moudra. Et c'est grâce à Maurice Béjart que les gens ont commencé, et à Senghor, que les gens ont commencé à comprendre et à croire que ce que je faisais, c'était de la danse. Parce que les gens disaient la danse africaine, moderne. Et moi, je l'appelais la danse des temps modernes. Bon. Donc, Moudra Afrique, le président Senghor a offert des bourses à plusieurs danseurs de l'Afrique, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Congo. Les pays envoyaient les danseurs, mais ne voulaient pas cotiser pour que vive l'école. Donc l'école a fonctionné 6 ans, et comme il n'y avait plus d'argent, c'est très cher pour l'éducation des danseurs. Senghor étant parti, le président Abdou Diouf est venu. Tous les gens qui ont entouré le président Abdou Diouf ont trouvé que Moudra, ce n'était pas indispensable. Donc Moudra Afrique a fermé ses portes. Et je me suis expatriée. Et à ce moment-là, j'ai rencontré, c'était avant que l'école ne ferme, j'avais aussi écrit mon livre « Danse africaine ». Et grâce à ce livre qui est sorti à la foire de Francfort, et c'est un ami allemand, Wolfgang, enfin il a un nom accouché de Wolfgang, qui a fait les photos et qui m'a obligé à ce que ce livre sorte à la foire de Francfort en 82, je crois. Et Helmut Fort, qui est mon mari, maintenant mon deuxième mari, a vu ce livre, m'a écrit et m'a raconté sa vie en disant qu'il venait d'ouvrir un centre de formation pour la danse à Francfort et qu'il voulait faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire, qu'il voulait faire connaître la danse africaine parce qu'il a vu mon livre et ça l'a touché. Donc je lui ai écrit, je lui ai répondu en lui disant que je serais à Aix-en-Provence en stage avec Maurice Béjart et qu'il pouvait venir me voir. Et j'avais écrit à d'autres personnes aussi pour faire l'audition pour Moudra Afrique. Il est venu. Et puis, moi, je l'ai trouvé bien. Ça faisait des années que j'étais divorcée, je vivais seule. Et donc, bon, c'est moi qui l'avais choisi. Et depuis, il m'a invité à Francfort. On a fait un stage avec mon batteur Aruna Ndiaye, qui est le fils de Doudou Ndiaye Rose. On a fait un stage d'une semaine où c'était une découverte pour tous les danseurs européens qui étaient là. Et donc j'ai invité Helmut au Sénégal. Il a dansé. Je lui ai appris la danse parce que je lui ai dit qu'il fallait qu'il danse. Qu'en Afrique, pour être un homme, il fallait savoir danser. Et donc, tous mes élèves, tous les étudiants de Moudra l'observaient. Quand on a fait le stage, il a dansé, ils ont dit « Ah, il danse bien, donc on peut le laisser, on peut lui laisser notre chère, il m'appelait la reine-mère. » Et donc, Helmut, m'a beaucoup aidée. Parce que quand Moudra Afrique a fermé ses portes en 82, c'était très très dur. C'est comme si on m'arrachait un enfant. Parce que j'ai pas mis de l'argent, mais j'ai mis ma sueur dans cette entreprise. Et j'ai dû m'expatrier parce que, bon, ben, j'avais plus de travail. Et surtout, on voulait me remettre en tant que professeur d'éducation physique, alors que, bon, donc je suis partie du Sénégal en 82 et Maurice m'a invité à travailler avec lui dans la messe des temps présents de Pierre-Henri. Mais ça n'a pas marché. Donc pendant 3 mois, j'ai travaillé avec le ballet et tout. Et après, il a plutôt bifurqué vers l'Asie et tout. Donc je n'ai pas dansé dans la compagnie. C'était peut-être mieux comme ça pour moi. Et donc, je suis restée à Bruxelles. J'ai recommencé à zéro, à 40 ans. J'ai recommencé à demander du travail. Les gens disaient « Ah oui, on connaît Moudra Afrique, on a connu Germaine Acogny », mais je frappais aux portes. Et Helmut, en ce moment, s'occupait de Francfort, où il venait d'ouvrir le temps cet âge avec une collègue. Et donc,
il essayait de s'occuper des deux. Et moi, je voulais pas rester à Francfort, parce que je disais, je ne voulais pas rentrer dans quelque chose qui était déjà fait, je voulais faire quelque chose à moi. Donc, mais on s'est mariés à Bruxelles, le jour de la musique, un 21 juin. Il a choisi cette date parce que c'était le jour le plus long. Et voilà, on s'est mariés. Et pour moi, j'avais déjà fait des propositions au gouvernement sénégalais en disant qu'on pouvait faire Moudra on n'a pas besoin des bâtiments. J'avais fait toute une proposition d'aller dans un village pour faire autre chose que dans les bâtiments durs et tout ça. Donc, avec Helmut, j'ai décidé, c'est moi qui avais commencé à faire un stage dans les villages. Parce que j'avais été adoptée, je raccourcis, j'avais été malade, un vieux guérisseur nous a adoptés, m'a soignée, et c'était à Fangoumé village, il s'appelle Ibrahima Sagna. Et il nous a donné un terrain, et nous avons construit une case extraordinaire, le parallélisme asymétrique, comme l'appelle le président Senghor, avec une cour intérieure. Un ami très cher, Landing Sané, qui est architecte, avait dit à Helmut, tu dessines ta maison parce que tu feras ton rêve, tandis que si moi je suis architecte, je vais faire mon rêve. Et donc on avait une maison extraordinaire avec un toit en paille. Et nous avons commencé, et nous avons pendant 7 ans emmené des danseurs amateurs et semi-professionnels et professionnels dans ce petit village de Fangoumé. Et nous avons dansé sous les arbres. Et c'était un tout petit village de 200 habitants. Et c'était niché dans les palmiers. Il n'y avait que du sable et des arbres. Et avec les gens du village, ça venait une communauté. On a fait vivre les gens du village à travers nos activités. Et le rêve, c'était de construire un centre de formation là-bas. Malheureusement, il y a eu des problèmes entre le nord et le sud, le problème de la Casamance, de sécession. Et on n'a pas pu continuer à emmener parce qu'il pouvait y avoir des enlèvements. Et nous, un jour, le stage était plein et on nous a dit encore il y a des problèmes en Casamance. Et donc, on a dû chercher un autre endroit. Et Aaron Ndiaye, mon batteur, me dit, écoute, les Européens, que ce soit à Fangoumé ou dans un autre village, ils s'en foutent, ils ne connaissent pas l'Afrique. Tu demandes, on va essayer de trouver un autre village. Et donc, on a trouvé un autre village qui s'appelle Toubab Djalao, c'est-à-dire Toubab Djalao. Et un Haïtien, Gérard Chenet, était allé là-bas et il faisait de la sculpture. Lui, c'est un écrivain, il voulait faire un centre aussi culturel. Et je l'appelle, on avait déjà travaillé ensemble, je l'appelle, il me dit, tu peux venir avec tes étudiants. Ok, nous décidons d'y aller. Il avait loué des maisons parce que là, puis on est arrivé, on a trouvé ce lieu, on a travaillé à Toubab Djalao. Mais chaque fois qu'on arrive quelque part, nous on essaie de travailler avec les villageois. On a pris les femmes du village pour faire la cuisine et tout, parce qu'on essaye toujours de s'intégrer dans le village. Et moi, avant de quitter Toulouse, je disais à Ronan Ndiaye, j'ai envie d'avoir un terrain en Afrique parce que je vis toujours en Europe, mais bon. Il m'a dit, si tu fais ça, tu seras une vraie femme. Parce que chez nous, les femmes... D'accord, on est arrivé à Toubab Djalao. Et j'ai dit à Helmut, il faudrait peut-être qu'on prenne un terrain pour la retraite, parce que moi, je n'ai pas envie de vivre en Europe jusqu'à la fin de ma vie, mourir là-bas et tout. Et on a demandé au chef du village un espace. On voulait pas être dans le village même. Elle nous dit, il n'y a pas un autre endroit et tout. Le chef du village nous suit. Et on part. Et on prend un grand espace où personne n'avait jamais été. C'était en face d'une lagune et tout. Bon, on fait nos murs, on dit ce sera pour la retraite. Et pendant 10 ans, on avait fait des efforts en France pour faire le centre de formation pour la danse africaine. Et moi, j'en avais marre. Et j'ai dit, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et j'ai dit à Helmut, j'ai fait aussi j'ai fait une association, j'ai fait tous les statuts et j'ai écrit à Landing Sané, toi tu seras le président, à Lucien Lemoine, toi tu seras le secrétaire général,
Et j'ai écrit à Moustapha Niasse, qui était le ministre des Affaires étrangères, sous Senghor et tout. J'ai dit, voilà, moi j'ai envie de rentrer chez moi, vous serez le président d'honneur. Vous savez, les politiques, ils n'écrivent pas souvent. Et une semaine après, il me dit, ma chère sœur, rentre chez toi. Ça m'a donné l'énergie. J'ai dit à Helmut, je vais rentrer chez moi. Il me dit, mais avec quel argent? Moi, j'ai dépensé tout pour l'association ici. Voilà 10 ans qu'on vit ici. Moi, j'ai plus d'argent. Et j'ai dit, ben moi, j'en ai. Je vais vendre mon appartement de Paris. J'ai un petit studio dans le Marais. Je vais le vendre. Et il me dit, mais pour la retraite, qu'est-ce que tu penses? Je dis, tu sais, ce qui est sûr, c'est que je vais mourir. Donc, si je dois acheter quelque chose, c'est au cimetière. La maison, on verra. Je vends. Il me dit, bon. Donc, décidé, on part au Sénégal, mais c'est pas si facile. Et donc, bon, on a commencé. On était là. On a dit, on va faire le centre. Très bien, on vend la maison. Mais c'était, on n'arrivait pas à vendre parce que les prix étaient très bas. Comment on va faire? Inch'Allah. Et on rencontre une amie, elle est Marie-Hélène Rendu, elle est une descendante de la veuve Clicquot. Donc, et elle nous dit, ben moi je vais vous l'acheter. Combien vous voulez la vendre? 1 million. Je vous l'achète. Elle était venue au Sénégal et avant de faire quelque chose, nous on fait des rites. Et on m'avait dit, pour ça, pour ce grand truc que vous allez faire, il faudrait sacrifier un animal. On a pris un bœuf. On a sacrifié. Et elle a été impressionnée de tous ces rituels et tout. Et le soir, c'est là qu'elle a dit, bon, mais je vous l'achète. Et j'ai dit, ah, ma grand-mère à Lofo, vaudou, qui avait épousé un fon. Vous savez, dans les rites vaudous, on offre des pierres précieuses aussi. Et dans les rites fonds, on offre l'huile de palme. Et j'ai dit, l'huile de palme a rencontré le champagne. Et c'est pour ça. Et donc, en fait, c'était bien. Et je trouve que ce symbole, Helmut aussi a mis ses économies pour construire notre centre de formation, l'École des Sables. Mais ce symbole de la femme africaine qui a transpiré, c'est son argent. Et je trouve que c'est très fort. Que la première salle, on l'appelait Cœur à Lofo, on l'a construite avec nos propres moyens. Donc, on n'a pas entendu les politiques, on a commencé. Et on a commencé à donner des cours en 98, à la plage, au soleil et tout. Et donc, c'est pour cela, il y a une émission. C'est pour ça qu'on nous appelle l'École des Sables, parce qu'on a décidé de travailler dans le sable. Et puis, vous savez, comme dit Goethe, quand vous décidez de faire quelque chose, vous trouvez toujours quelqu'un qui vous aide. Et ça a été le cheminement. Et Victor Hugo aussi dit, vouloir fermement, c'est pouvoir. Et nous avons soulevé des montagnes. Et nous avons, au fur et à mesure, on a commencé à donner des cours, à continuer et tout. On y a cru. Et nous avons Suzanne Link, chorégraphe allemande, est venue pour le premier stage. Elle a travaillé dans le sable, elle était au soleil et tout. Elle a eu l'idée de faire une compagnie avec nos garçons, l'énergie des garçons. Et ça a été la première. Nous, on n'avait pas l'intention d'avoir une compagnie maintenant, en 98. Mais nous, on est toujours ouverts et nous avons fait la compagnie Jantaby. Et cette compagnie a tourné à travers le monde. Et nous avons été à Jacob's Pillow. Et c'est là qu'une association Ars International nous a rencontrés, nous a invités et nous a dit, on a parlé de notre projet. Il a dit, mais vous avez plus d'argent? On a dit, oui, on n'a plus, mais il faut bien que les étudiants habitent quelque part. Mais aucune association n'avait le droit de donner de l'argent pour construire. Et eux, ils ont dit, on vous donne l'argent pour la construction. Très bien. C'était extraordinaire. Donc, on a pris l'argent pour la construction. Puis, on a continué.
Et on avait fait une demande pour la CEE. Et ça a mis 5 ans. Les gens disaient, vous aurez la subvention. Mais on n'y croyait plus. Et un jour, on avait un stage où tout était plein. Les étudiants, il faut trouver les moyens un peu partout, parce que les étudiants africains n'ont pas d'argent pour payer, mais on leur disait quand même de chercher. Et là, on nous avait dit, la CEE dit, voilà, nous allons vous subventionner, mais il ne faut pas prendre de décision sans qu'on ait signé, Mais nous, tous ces jeunes qui attendaient, il nous manquait 200 000 francs français pour faire le stage. On a décidé de le faire. On a dit, tant pis, on le fait. Et quand on a décidé de le faire, des centres culturels français ont dit, on donne une bourse à tel. Et on a commencé le stage. 2 semaines après, on nous appelle, vous avez la subvention de la CE. Et on a dit à la dame, eh bien dis donc, on avait quand même décidé de le faire sans le savoir. Et ça a été formidable. Donc, maintenant, nous avons le centre de formation à Toubab Dialaw. Et nous avons fait l'inauguration. Et entre-temps, mais on a eu des amis, par exemple celui qui a écrit le livre, qui a fait les photos, qui est allemand, qui était au Sénégal, il nous a donné de l'argent. Des amis ont donné... Non, mais ça a été extraordinaire parce que peut-être qu'on était fous, mais la saveur de la vie appartient aux fous. Et nous avons quand même, et nous sommes très heureux que nous, on croit en Dieu, que Dieu soit passé par nous, par notre chemin pour réaliser ce village qui est merveilleux. On se passe, on dit, mais c'est pas vrai, c'est formidable pour la formation des danseurs africains, bien sûr, mais pour l'ouverture sur le monde. Parce que je suis persuadée, et je le dis, que la danse africaine est la mère de toutes les danses, et même la mère des arts. Donc, et entre-temps, après avoir fait ce centre, je me dis, j'ai encore des choses à dire avec mon corps. Et j'aime beaucoup le dialogue entre les générations. Et j'ai invité Sofiatou Kosoko, avec qui elle avait dansé avec moi quand j'ai fait ma première création avec une compagnie pour Mama Africa. C'est la Biennale de Lyon, de Guy d'Armée à Lyon. Donc, je lui ai demandé d'être mon regard extérieur. Et j'avais donné mes mots à Xavier Orville, un écrivain martiniquais que je rencontrais au Sénégal au temps du président Senghor. Et avec mes mots, errance, amour, pardon, haine, j'ai donné tous mes mots et il a écrit un très beau texte concernant mon parcours. Et donc, j'ai eu la chance aussi d'avoir ce très beau texte. Et avec Sofiatou, j'ai dansé, j'ai accouché de moi-même pour Touraille, que j'ai 60 ans, je suis heureuse d'avoir la forme, la tête, pour pouvoir danser. Et je crois que Germaine Acogny est très connue dans le monde. Les gens me connaissent. Quelquefois, ils ne savent même pas ce que je suis, qui je suis, vraiment ce que je fais en tant que chorégraphe, en tant que danseuse. Mais mon nom, comme dit une amie, c'est comme une racine qui court, comme ça. Et sans prétention, je suis très heureuse de cela, parce que bon, il y a des avantages aussi à être connue. Et, mais c'est seulement maintenant que les gens me découvrent vraiment, découvrent mon travail. Ça a pris le temps. Mais c'est bien. Je trouve que c'est bien que les choses prennent le temps, car le temps est très important pour asseoir les choses. Et donc, les jeunes Africains me connaissent, m'appellent Mama. Ils connaissent mon nom. Je les encourage, je les forme. Et Helmut et moi, ils nous appellent Helmut Papa, moi Maman. Et je pense que
c'est quelque chose qui est entre l'Europe et l'Afrique et je trouve que c'est le donner et le recevoir, comme a dit le président Senghor, le métissage culturel. Et donc, ces jeunes, maintenant, me voient danser. Et waouh, ils sont étonnés et n'en reviennent pas. Et ça change, certains, ça change. Je ne dis pas, ils ont toujours eu de l'admiration et du respect pour moi, mais me voir danser, ça change le discours et le regard. C'est important pour eux, mais c'est très important pour moi aussi. Et ce n'est pas... Je me prouve à moi-même, je n'ai pas de concurrence avec qui, c'est avec moi-même que j'essaie de dépasser toujours mes limites. Mais je suis très très heureuse de danser ce solo et que les gens le voient. Et c'est moi. Ce n'est pas un exemple de danse contemporaine africaine, non. C'est une danse maintenant. Et qu'est-ce que c'est contemporain? C'est aujourd'hui. Donc, dans le monde entier, que les gens reconnaissent ou pas, nous sommes des contemporains. Et donc, voilà. Et je trouvais aujourd'hui, je danse au Théâtre Bellevue, à Amsterdam. Ben, il y a au moins 15 ans, quand je suis venue la première fois ici, au Mekvelk, enfin un petit théâtre alternatif, j'avais dansé là-bas. Et après, j'ai dansé dans des tout petits théâtres ici. Mais je passais toujours, mon hôtel n'était pas loin, je passais devant ce théâtre. Et je voyais des grands noms de la danse, Kersmacher, tous les noms européens. Je passais devant. Mais je me disais, peut-être qu'un jour, la danse africaine sera aussi programmée là. Mais et voilà, maintenant, on est en 2004, et maintenant je danse au Théâtre Bellevue. Mais en Allemagne, en Amsterdam, en Hollande ou dans les autres pays, ça ne me dérange pas de danser dans les petites. Ça ne m'a pas dérangé de danser dans les petits théâtres. Mais en Allemagne, ça a été reconnu, j'ai dansé dans les théâtres et souvent dans d'autres pays, tout de suite contemporain, on m'a mis dans le théâtre contemporain. Mais c'est en France, c'était le plus difficile. Parce qu'il y a des danses reconnues, des danses pas reconnues. Et donc, en France, pour moi, si je dansais à Paris, c'était au Théâtre de la Ville qu'il fallait que je danse. Sinon, pas. À Toulouse, il y a quelqu'un, tout de suite, un directeur de théâtre, Jean-Luc Montec, qui m'a tout de suite fait confiance parce que j'étais avec une amie à lui. Et il a dit, oh, c'est bon, vous allez remplir le théâtre? On a dit oui. On a dit, on est gonflé, on est parti, on va remplir le théâtre. Et c'est vrai, c'était plein, le théâtre. Et après, il a découvert mon travail et m'a souvent invité. Luc Montec, c'est le premier Français qui m'a fait confiance. Puis, Helmut a toujours écrit à tous les grands chorégraphes pour montrer mon travail, dire ce que je faisais. Il n'a jamais perdu de courage. Les gens répondaient ou répondaient pas. Ou répondaient même pas. Il répondait même pas. Le pauvre Helmut. Qu'est-ce que je l'admire. Et je le remercie du fond du cœur. Et c'est Guy Darmé, directeur de la Biennale de Lyon, qui m'a fait confiance. Sans avoir même vu mon premier solo Yéhou, il m'a invité à la Maison de la Danse pendant une semaine. Ça a été extraordinaire. Les enfants sont venus, les adultes sont venus, c'était plein. Et il a décidé de me faire confiance jusqu'au bout. Il a commandité un spectacle pour Mama Africa. Donc, avec mes danseurs, on est passé à l'Opéra de Lyon. Danse africaine à l'Opéra de Lyon. Les gens étaient debout. C'était formidable. Mais les critiques n'étaient pas bonnes. En tant que chorégraphe, il y a une critique qui m'a reconnue en tant que danseuse, pédagogue, a dit que ma technique enlevait de l'esprit que la danse africaine était du feeling. Donc c'était bien.
Et donc, cette première pièce, Yewa, n'a pas tourné. C'était aussi bien. Mais il y avait une journaliste du Brésil qui avait aimé le spectacle et qui avait fait des photos extraordinaires. C'est sorti au Brésil avec une photo. Et la directrice du ballet municipal de São Paulo a vu la photo et a dit c'est celle-là qu'il nous faut pour une création. Elle m'écrit. Elle me dit est-ce que vous ne voulez pas faire une création pour le ballet municipal de São Paulo? À ce moment, moi, je n'étais pas très chorégraphe. Ok. Alors, on décide d'y aller, elle m'accompagne. Elle me dit, vous avez 30 ou 40 minutes, vous avez 15 danseurs. Puis je regarde le spectacle, je dis non, je vais prendre les 25. Elle me dit oui, je dis oui. Et elle avait décidé de faire la musique avec Gilberto Gil. Donc, on arrive, on va voir Gilberto Gil chez lui, on discute et tout. Il dit bon. Et Gilberto Gil a créé la musique du ballet municipal de São Paulo. Et c'était la première fois que des Brésiliens invitaient une Africaine. Parce que eux, c'est l'Amérique, les chorégraphes européens et tout. Et donc, j'ai fait Zumbi. C'est un des libérateurs des esclaves qui s'est libéré, un noir. Ça faisait les 300 ans de la libération de Zumbi, des esclaves. Et là, moi, j'ai travaillé sur la liberté. Z, on l'a appelé. Et la musique de Gilberto Gil. Et Guy Darmé cherchait des artistes pour la Biennale de Lyon. Et je l'ai invité à voir le ballet. Et quand il a vu ça, il a dit, ben, dis donc, c'est ça qui donne la personnalité à votre ballet. Il les a invités à la Biennale de Lyon. Ça faisait une trentaine d'années qu'ils étaient créés. Ils n'étaient jamais sortis avec tous les grands chorégraphes européens, américains. Grâce à la chorégraphie de Germaine Acogny venant d'Afrique, ils sont sortis. Et ce ballet continue à tourner depuis 1995. Il tourne à travers le monde. Et là, dernièrement, ils m'ont invité à travailler et tout. Et je suis contente que ça leur ait ouvert un horizon grâce à l'Afrique. Et pour moi, c'était bien aussi de lier la diaspora avec la culture africaine. Et puis voilà, je suis à ce point. L'école des Sables est là. Et Helmut et moi, nous voulons que ce soit vraiment la maison mère de la danse africaine qui reçoit des personnes, des gens, des créateurs qui veulent s'inspirer à la source de la culture africaine. Et la retraite? Je ne sais pas encore. La retraite, on verra bien. De toute façon, on est à Toubab Dialaw. On n'a pas encore notre maison. On a construit le centre. Alors, je dis toujours à Helmut, quand est-ce que tu vas me construire ma maison? Et je crois qu'on va la construire. Et pour la retraite, je me dis, ce sera pas la retraite, peut-être plus avoir l'école, être responsable et tout. Mais bon, avoir le temps de danser pour moi, de lire. Et aussi, une chose à laquelle j'ai pensé, c'est d'avoir des plantes médicinales dans mon jardin, m'occuper peut-être des gens. Moi, je pense qu'on peut guérir par la danse. Enfin, voilà. On verra bien comment le temps emmène tout cela. Mais c'est une autre sorte de retraite. On verra. Inch'Allah, comme on dit chez nous au Sénégal. Et vous croyez que tout ça, c'était le destin ou... Je crois, parce qu'il y avait quelqu'un, quand j'étais directrice de Mondra Afrique, un musicien de Maurice Béjart, qui m'a regardé, qui m'a dit... est-ce que j'étais lion? J'ai dit non, chez Gémeaux, il a étudié mon arbre astral. Et il a dit que je serais directrice d'une
que je serai, bon, que je serai à la tête de quelque chose de pédagogique qui serait mondialement connu. Ah, je dis, mais non, il y a Moudra Afrique. Et il me dit, mais non, vous serez votre propre patron. Effectivement, dans mon étude astrale, il est dit que j'allais avoir quelque chose de pédagogique. Mais autre chose, c'est que parce que moi aussi, j'ai un devin, et j'allais le voir, un marabout, comme on dit chez nous, il regardait. Il me disait, tu vas avoir une maison que tu vas diriger, c'est au bord de l'eau. Ah bon, au bord de l'eau. Chaque fois, j'allais me dire, mais c'est au bord de l'eau, c'est tout, c'est au bord de l'eau. Et effectivement, Moudra Afrique, c'était au bord de l'eau, c'était au bord de la mer, mais moi, je sentais que c'était pas là. Et chaque fois que, pendant des années, quand on a cherché aussi un centre en Europe, on cherchait l'eau à l'île Jourdain, parce qu'il y a un maire d'une ville en France qui avait acheté une ferme pour nous, pour faire le centre là-bas. C'était pas là. Et Toubab Dialaw, eh ben, c'est en face d'une lagune et la mer est à 300 mètres. Et oui, c'est le destin, mais il faut travailler. Quand on dit, c'est pour ça que je dis souvent à mes danseurs, on dit que les Africains sont doués pour la danse, mais si vous croisez les bras, ou bien mon destin, c'était d'avoir ce centre de formation, mais si j'étais restée les bras croisés, je n'aurais rien eu. Alors, c'est le travail. Et le destin, il faut le travailler. Il faut prendre son destin en main. Parce que, par exemple, quand je voyais que ça ne marchait pas en France, et que tous les efforts que faisait Helmut avec contacter des gens qui répondaient pas, ou qui m'invitaient, et vous savez, aujourd'hui on t'invite, demain, eh ben, j'ai décidé de prendre mon destin en main. Elle m'a suivi et c'était bien. Et souvent je dis, maintenant, il y a un proverbe wolof qui dit « Ñaxa durer borom », c'est-à-dire la sueur de quelqu'un ne se perd jamais. Et maintenant, pratiquement les contacts que Helmut avait pris à travers le monde, eh bien, ça se réalise. Les gens viennent ou voilà, quelqu'un d'autre nous met en rapport. Et je pense que tout ce travail, tout se paye. Donc, tous les efforts qu'il a fait, eh bien, on est en train de récolter. C'est pas encore fini, mais bon, on récolte ce qu'on a semé. Et Helmut, c'est le grand amour, ça existe? Ah, moi, je trouve que Helmut, c'est mon amour, mon amant, mon frère, ma soeur, ma mère. On s'entend très, très, très bien. On travaille ensemble. Et c'est plus que de l'amour, c'est au-delà de l'amour. Parce que je dis, quand on va mourir, il faut que tu me réépouses. Je pense qu'il est d'accord. C'est juste pour finir. Je voulais savoir un conseil de vous pour la prochaine génération, disons, les jeunes. Conseil pour la vie. C'est d'avoir la foi, de croire en soi, de croire en ce qu'on veut, et surtout la patience et l'humilité.